Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, notre invité est à nouveau Michael Rio, le fondateur de la communauté d'agilistes en ligne Café Agile et également le créateur de l'Expresso Agile, l'accompagnement des Scrum Masters et des coachs agiles dans la recherche d'opportunités. Le sujet que nous avons choisi aujourd'hui, c'est le Scrum Master et l'inclusion. Donc, Michael, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous expliquer pourquoi le choix de ces sujets? Alors, donc, je m'appelle Michael Rio, j'habite à Angers et je suis Scrum Master depuis une dizaine d'années. Et en fait, donc, je suis également handicapé, travailleur handicapé, indépendant. Et suite à un AVC qui m'est tombé dessus un petit peu en 2022. Peux-tu nous expliquer comment la situation des handicaps peut influencer ta façon de travailler au quotidien? Donc, j'étais freelance à l'époque, donc je faisais des missions longues chez des grands comptes. Donc la difficulté, c'est que lorsqu'il a fallu reprendre du travail, je pouvais bénéficier d'un temps partiel thérapeutique, je ne pouvais pas travailler à temps plein et je ne pouvais pas non plus rester indemnisé par la sécurité sociale. Donc, j'avais perdu tous mes revenus, donc il fallait impérativement que je travaille et je ne pouvais travailler qu'à temps partiel. Or, les missions de Scrum Master sont généralement des missions à plein temps. J'ai eu la chance de trouver une mission à temps partiel. Et puis, comme souvent dans les postes de Scrum Master, on fait souvent fusible. Donc là, étant un petit peu diminué physiquement et dans mes capacités aussi d'analyse, parce que j'étais vraiment très fatigué. Euh, donc, j'ai eu une première équipe avec laquelle j'ai travaillé, qui s'est séparée de moi pour des raisons de feeling. C'est pas grave, hein, il y a du travail partout. Et une autre équipe dans la même entreprise. Ça, c'est assez classique. Quand le Scrum Master fait fusible, une autre équipe se dit, mais c'est pas possible, ce mec ou cette nana, on aimerait travailler avec lui. Et donc, il va récupérer ce consultant pour travailler avec lui, en ayant vu ce qu'il a pu produire dans le contexte de l'entreprise, comment il a quand même réussi à s'adapter, malgré ce qui pourrait sembler être au départ un échec. Donc ça, c'est très spécifique au rôle d'agent du changement, et typiquement les Scrum Masters. Et en plus des passes, est-ce qu'il y a eu d'autres ajustements dont tu as eu besoin? En fait, j'ai pas pu bénéficier vraiment des ajustements dont j'aurais eu besoin. La spécificité des accidents, comme les accidents vasculaires cérébraux, c'est que les séquelles évoluent au fil du temps. Donc, heureusement, on récupère. Donc, dans mon cas, après mon AVC, j'avais de gros problèmes d'équilibre, puisque la moitié du cervelet a été affectée. Donc, en fait, des problèmes de dextérité, mais dans mon cas, c'est resté plutôt léger. Donc, par exemple, quand je tiens une tasse, je peux la perdre des mains, puisque je ne sens pas nécessairement la tasse. Euh, donc, des problèmes d'équilibre donc, liés aussi à cette région du cerveau qui a été touchée. Donc, simplement, je vais tituber et me heurter aux parois ou autre. En fait, l'essentiel, donc, c'était de la fatigue. Mais même dans une mission à mi-temps, vous avez des horaires qui sont définis et il est difficile de s'absenter de cette mission. Et puis, la fatigue entraîne des difficultés de concentration. Et ces difficultés de concentration, elles se ressentent notamment dans les soft skills du Scrum Master. On les ressent évidemment, et c'est plus facile à expliquer face à une tâche technique, mais l'essentiel des tâches des Scrum Masters ne sont pas des tâches techniques. D'autre part, les difficultés de concentration, lorsque vous ratez la programmation d'une réunion ou ce genre de choses, que vous oubliez une mention dans un email ou autre, ça peut prendre des proportions qui peuvent dépasser la gravité du sujet de départ, en fait. Hein, voilà. C'est pas, euh, quand vous avez la personne en face, elle oublie quelque chose ou autre, bon, et surtout si vous avez le contexte en tête, vous dites, bon, bah voilà, c'est un problème d'attention. Vous pouvez vous dire ça. Donc là, effectivement, pour les Scrum Masters, ce type de handicap, ça peut être assez difficile. Parce que la personne n'a pas nécessairement le décodeur en face, elle ne sait pas nécessairement que vous êtes handicapé. D'ailleurs, rien ne vous oblige à le déclarer. Moi, dans mon cas, je l'avais déclaré, mais vous n'êtes pas obligé non plus de tout dire. Et d'ailleurs, généralement, c'est plutôt quelque chose qui peut porter contre vous. Donc, il vaut mieux faire attention à ce qu'on va déclarer aux autres personnes. Typiquement, notamment lorsque donc moi, ça m'est arrivé sur mon lieu de travail. Lorsqu'un accident du travail comme celui-ci arrive, évidemment, vos collègues vous contactent et ils souhaitent savoir quel est votre état de santé. Mais il y a aussi d'autres enjeux derrière, c'est-à-dire que l'entreprise, elle, souhaite savoir quand est-ce que vous allez reprendre. Or, dans le cas des AVC, personne ne sait. Même d'un point de vue statistique, on ne peut pas savoir quel va être votre rythme de rétablissement. Et donc, on ne sait pas non plus ce que vous allez pouvoir récupérer.
Donc, annoncer quand est-ce que vous allez revenir et permettre à l'entreprise de s'adapter en prenant un remplaçant ou pas, c'est extrêmement difficile. Donc, pendant plusieurs semaines, je n'ai pu dire que ce que les médecins me disaient, c'est-à-dire que ce n'était pas grand-chose, hein. Ils me disaient, bon, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, il faut voir, on fait un bilan dans un mois. Et puis rendu au bout d'un mois, bon, bah, j'en suis là et voilà la nouvelle perspective. Et comme il y a des progrès en permanence, mais qui ne sont pas linéaires, c'est difficile de savoir à quel moment vous êtes vraiment prêt à reprendre le travail. Donc ça, je pense que c'est un élément à porter à l'attention d'une part des managers, des personnes qui tombent en accident de travail, d'autre part des personnes qui tombent en accident de travail. Euh, le droit est très simple en la matière, il dit qu'il n'y a pas à y avoir de communication. C'est aussi simple que ça. Donc, vous n'avez pas à répondre aux sollicitations de votre employeur, à lui donner des informations. Et méfiez-vous parce que ça peut se retourner contre vous. Oh là là, les médecins disent que c'est grave, je risque de revenir que d'ici 6 mois, un an, c'est ce qui arrive souvent pour les AVC, ou même je risque de mourir. Oui, c'est vrai. Et pendant 5 ans, c'est un plateau, vous avez le même risque en fait de décès. Euh, mais la réalité des choses, c'est que l'AVC m'est arrivé en août et en février, j'étais considéré comme apte au travail par le médecin de la sécurité sociale. Voilà. Qui Bonne d'ailleurs ne nouvelle. m'a pas examiné ou autre, hein, c'est sur papier, sur dossier. Pourtant, la réalité des choses, c'est que j'étais loin d'être complètement apte, surtout dans mon contexte, mais on a la chance déjà de bénéficier de cette protection et de pouvoir revenir plutôt progressivement au travail. C'est un petit peu plus difficile pour les personnes qui sont freelance comme je l'étais, puisque du coup, euh, si j'avais vu un employeur, il aurait été dans l'obligation de me réembaucher à mi-temps, mais dans le contexte d'une société, pour faire quoi? C'est là qu'il peut y avoir des difficultés. Donc, j'ai croisé en centre de rééducation des personnes qui étaient dans des difficultés intenses parce que soit on leur avait conservé une charge de travail trop forte ou des contraintes autour du travail trop fortes, des contraintes de déplacement, etc. Ou soit en fait, elles ne retrouvaient pas leur travail antérieur, donc c'est assez frustrant quand on pense pouvoir faire certaines choses, qu'on vous refuse en fait de travailler. On a tendance à croire que la situation des handicaps, c'est un frein, c'est une limite, mais est-ce que cela peut devenir des fois un atout? Oui, c'est évidemment un atout pour les entreprises. Parce qu'en réalité, d'une part, d'abord, on dit souvent, c'est un chiffre, je ne sais pas d'où est-ce qu'il est sourcé, que 80% des handicaps sont invisibles. Donc le petit symbole du handicapé avec sa chaise roulante, ce n'est pas la réalité des handicaps. Donc dans mon cas, c'était un AVC et c'est une maladie qui est devenue une des maladies du siècle, hein. Ça fait partie des 3 maladies les plus courantes. Il y a les problèmes cardiaques, euh, il y a beaucoup de gens qui font de l'apnée du sommeil, qui ont donc des problèmes de concentration. Donc on va retrouver ça dans l'IT aussi comme difficulté. Et toute la difficulté pour ces personnes, c'est de parler de ces difficultés. L'allergie, c'est extrêmement courant. Je crois qu'il y a à peu près au moins un tiers des personnes, peut-être une personne sur deux, qui a des allergies. Or, si vous ne dormez pas la nuit, c'est difficile d'être concentré le lendemain pour, par exemple, produire du code informatique ou pour réaliser des opérations sur des bases de données ou des systèmes en production. Donc, vous êtes plus à même de faire des erreurs. Si on part du principe que tout le monde est en bonne santé, en fait, on se trompe et on donne plus de poids à l'erreur. Si on part du principe que les gens sont humains et qu'ils sont faillibles, qu'ils peuvent faire des erreurs, on va mettre en œuvre des détrompeurs, des systèmes de sécurité, des pocayocs qui vont justement empêcher les gens de faire des erreurs trop graves. Et du coup, ça va rendre l'entreprise d'autant plus résiliente. Donc, on voit aujourd'hui dans le rapport Accelerate, un rapport qui a été produit par Google, que la différence entre les meilleures équipes et les autres se creuse au fil du temps. Chaque année, en fait, l'écart de productivité entre les meilleures équipes et les équipes moyennes se creuse. Et d'autre part, ce qui fait la différence entre ces équipes, ce n'est pas le niveau technique des équipiers. C'est en fait la communication au sein de l'équipe et notamment le sentiment de sécurité psychologique. Donc, si on est en capacité d'accueillir tout le monde, d'accueillir les hommes, les femmes, les grands, les petits, les noirs, les blancs, les gens qui sont hyper productifs, hein, ceux qui ont besoin de plus de temps, etc., eh bien, à ce moment-là, on est capable de produire. Si au contraire, on ne peut travailler qu'avec des A-players, là, on se met en situation difficile parce que les A-players, ils ne courent pas les rues et que c'est quelque chose de très subjectif, en fait. Donc, en faisant en sorte d'être systématiquement inclusif et en faisant une condition pour, euh, pour la création des équipes, pour la composition des équipes,
on va rendre l'entreprise d'autant plus résiliente. Et les difficultés auxquelles je me suis heurté, c'est que malgré la volonté d'inclusion des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, la réalité, c'est qu'elles cherchent à faire pareil avec quelque chose qui est un petit peu dégradé, une personne qui n'a pas les mêmes capacités qu'une personne lambda. Et donc, c'est systématiquement en réalité à la personne handicapée qu'on va demander de faire l'effort, de faire le pas pour s'adapter à la situation. Alors qu'évidemment, c'est à elle que ça coûte le plus. Et donc ça rejette aussi beaucoup de personnes compétentes du milieu du travail. Euh, Pourquoi un Scrum Master aurait besoin de travailler impérativement toujours à temps plein? Pourquoi on ne peut pas avoir deux développeurs à mi-temps dans une entreprise, dans une équipe? Et notamment, quand les gens sont jeunes parents, ils peuvent avoir besoin d'avoir du temps avec leurs enfants. Euh, voilà, ou lorsqu'ils sont aidants familiaux. Parce que le handicap, ça ne concerne pas que les personnes en situation de handicap, ça concerne aussi les personnes qui les aident. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir besoin d'aidants, mais euh, les, euh, il y a beaucoup de personnes dont les parents sont vieillissants, par exemple. Il y a des parents dont les enfants sont handicapés à des titres divers. Et rien que, par exemple, il y a 8% de personnes dyslexiques euh, ou dysgraphiques ou dyspraxiques en France. Euh, donc, ces 8% d'élèves, pour les parents, ça occasionne en fait des visites chez des spécialistes, etc. Et donc un besoin de temps. Donc, si on conçoit en fait les équipes et les entreprises de façon inclusive, on va être d'autant plus performant parce qu'on ne va pas être affecté par les variations de productivité liées aux difficultés personnelles en fait. Est-ce que tu t'es retrouvé à avoir des membres dans l'équipe avec lesquels, tu travailles, qui soient en situation de handicap? Alors, à l'époque, je n'étais pas encore handicapé, mais effectivement, c'est super intéressant. Donc, j'ai travaillé sur un plateau, un open space, avec un product owner qui avait une oreille qui est affectée de surdité. Donc, ça nous a amené à demander des exceptions, puisque la règle sur l'open space, c'était que régulièrement, les gens changeaient de place pour se mélanger entre équipes. Là, on est obligé de continuer à travailler ensemble côte à côte et que je sois du bon côté sur l'oreille qui fonctionnait pour cette personne. Donc, ce qui était intéressant, c'est que en fait, je me suis rendu compte que malgré la volonté d'inclusivité, c'était mon partenaire principal, comme traditionnellement, Scrum Master et Product Owner. Voilà, régulièrement, j'oubliais en fait que cette personne avait cette difficulté d'audition. Donc, au lieu de parler suffisamment lentement pour que ça génère moins de charge cognitive pour la personne, bien, je parlais à un débit normal régulièrement. Alors, de temps en temps, je m'en apercevais et du coup, je refaisais à nouveau attention. Et donc, ça, c'est un cycle, je crois, qui est assez inévitable dans une équipe où on a des situations de diversité, en fait. Je pense qu'il ne faut pas s'en vouloir si de temps en temps, on zappe, on oublie que la personne a besoin qu'on fasse un tout petit effort supplémentaire. Il ne va pas bénéficier qu'elle. Quand on fait des efforts d'inclusion, il bénéficie à tout le monde. Si vous faites l'effort d'écrire dans une police de type Arial ou des polices typiquement inclusives, comme je vous le disais, il y a aux alentours de 8% de la population qui, on le sait, est dyslexique, qui a été détectée comme dyslexique. Tous les dyslexiques ne sont pas détectés. Donc, ça va favoriser la lecture pour tout le monde. Si vous faites des phrases courtes, que vous limitez la charge cognitive, ça va être bénéficiaire, ça va bénéficier à tout le monde. Et pas seulement aux personnes qui ont des difficultés de compréhension, qui ont des difficultés de concentration. Donc, c'était super intéressant. C'est vraiment une de mes meilleures expériences professionnelles. D'abord parce qu'il y avait une qualité de collaboration entre nous qui était énorme. D'autre part parce que la personne se sentait suffisamment en sécurité pour pouvoir exposer sa difficulté et qu'elle soit prise en compte. Euh, Tout le monde voilà, tout le monde le comprenait et en tenait compte. Et on n'était pas non plus sur une victimisation de la personne en mode oh la pauvre, elle est sourde, alors voilà, elle peut rien faire. Non, c'est un product owner, un des producteurs les plus compétents d'ailleurs avec lesquels j'ai travaillé. Et simplement, elle a besoin qu'on prête un petit peu d'attention aux choses qui lui permettent d'être productive. Est-ce qu'il y a des pratiques agiles qui permettent d'amener plus d'inclusion? Alors, bah, c'est pas du tout pris en compte dans l'agilité, ça, en fait. Par contre, le fait que l'agilité soit très focalisée sur la qualité de la communication, ça aide beaucoup. Le fait qu'il y ait des rétrospectives, des moments où on va réfléchir aux interactions qu'on a avec les autres, eh bien, ça peut être l'opportunité de parler justement de ces difficultés. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'un Scrum Master peut prendre en compte, aller au-delà un petit peu simplement de l'aspect gestion du workflow, comment on pourra améliorer notre travail en tant que tel.
dans les rétrospectives, mais aller jusqu'à cette question des interactions en se demandant comment on peut faire pour inclure, par exemple, notamment les gens qui débutent dans le métier de développeur. Souvent, le code est à un niveau trop technique pour être lu et compris par des débutants. Du coup, lorsqu'on va chercher à faire de la maintenance sur ce code, certains développeurs vont se retrouver en échec, ou on va considérer qu'ils sont lents, etc. Or, ce n'est pas la personne qui est en échec, c'est le système qui ne sait pas fonctionner avec la diversité des personnes réelles qui existent dans le monde. Je pense que là, c'est effectivement, il y a ces opportunités à saisir. Le Daily Scrum également, puisque c'est un des moments où on peut parler aussi, non seulement du travail qu'on fait, mais des difficultés sur le processus ou sur les interactions qu'on peut rencontrer. Et puis, dans le coaching de l'équipe et le coaching individuel, je pense que là, il y a un rôle fort, notamment du Scrum Master, pour prendre en compte ces dimensions. Et cette dimension d'inclusion côté product owner, je pense que c'est vraiment un facteur de compétitivité des entreprises. Si, imaginez que vous ouvriez un magasin, mais que vous mettiez volontairement une marche très haute pour empêcher les gens qui sont en fauteuil roulant de rentrer ou les personnes âgées. Imaginez que vous ayez un magasin de bonbons et que les marches soient trop hautes pour que les enfants les franchissent. Évidemment, vous vous privez d'une bonne partie de votre chiffre d'affaires. Eh bien, c'est ce que font l'immense majorité des sites, notamment de e-commerce. Donc, il y a des normes en la matière qui sont peu respectées, mais c'est effectivement une difficulté que rencontrent beaucoup de product owners, c'est que leur backlog, c'est un petit peu une liste au Père Noël, une liste de desiderata trop nombreux. Il y a manque un petit peu dans la vision. Et souvent, dans la vision, on va rajouter une contrainte autour de l'inclusivité en disant il faudra qu'on respecte telle norme. Mais en réalité, ce n'est pas budgété. Et ce n'est pas pris en compte non plus lors des arbitrages. Or, c'est justement le rôle du product owner de se souvenir que pour son produit ait un impact, il faut qu'il soit accessible à suffisamment de personnes. Et donc, prendre en compte l'accessibilité, les normes d'accessibilité dans la construction des produits numériques, c'est juste basique pour pouvoir vendre plus, indépendamment de l'aspect sociétal et de la dimension inclusion. En dehors de toutes ces mesures, est-ce qu'on peut sensibiliser les équipes agiles et les entreprises à l'importance de l'inclusion? Alors ça fait partie des nombreuses difficultés qu'on rencontre en tant que Scrum Master, parce que typiquement, c'est une responsabilité du management et du Scrum Master. Et là, on se heurte un petit peu à un problème culturel. Les ingénieurs sont triés, ils ne sont pas formés au départ. Au départ, ils sont triés pendant 2 ans, donc avec des tests qui portent sur des mathématiques, qu'ils vont oublier ensuite, hein. Ce n'est pas très grave, mais on cherche à sélectionner une forme d'élite, une forme d'élitisme. Et donc, ça donne lieu à une forme de compétition entre les individus. Et cette compétition, elle perdure ensuite dans le milieu du travail. Or, la base de l'agilité, c'est cette collaboration, c'est l'inverse de cette compétition entre individus. On est peut-être en compétition avec d'autres entreprises sur le marché, mais à l'intérieur de l'entreprise, on ne devrait pas répéter ces phénomènes de compétition. La réalité, c'est qu'il existe de la compétition au niveau du comité de direction, de la compétition entre les managers, entre les différents équipiers qui souhaitent aussi évoluer professionnellement. Et donc, il serait intéressant d'avoir des managements qui cherchent vraiment à créer ces conditions-là. Donc, je trouve que ça passe d'abord par la sensibilisation du management et de toutes les personnes qui concourent au management, Scrum Master, Product Owner, Lead Dev, etc. Euh, et pas dans une dimension focalisée sur le handicap, parce que sinon, on va rater, comme je le disais, l'immense majorité euh, des difficultés que rencontrent les personnes quand elles sont confrontées à des problèmes d'inclusion. Par exemple, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, mais c'est les transfuges de classe. Ces personnes n'ont pas les codes des milieux sociaux dans lesquels ils vont évoluer. Quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement défavorisé et qui est amené à évoluer dans un milieu plutôt favorisé qu'est le milieu de l'IT, il n'a pas les codes sociaux parce que les gens ne se comportaient pas comme ça autour de lui dans le milieu dont il est originaire. Et donc ça, c'est une difficulté supplémentaire qu'il va rencontrer quand il va évoluer professionnellement. Donc, se souvenir de ces aspects-là, prendre en compte le fait qu'il existe une variété de comportements qui peuvent être considérés comme normaux, tolérables, et que la norme, ce n'est pas un trait droit, c'est un espace assez varié de comportements possibles. Sensibiliser la personne elle-même, donc prendre en compte l'onboarding, l'aspect formation. Idem sur le handicap.
Partir du principe que ce n'est pas la personne handicapée de déclarer son handicap pour qu'on puisse le prendre en compte, mais que le milieu de travail doit être suffisamment inclusif pour qu'une personne qui ne se sentirait pas encore suffisamment en sécurité pour déclarer son handicap ne se mette pas, elle et l'équipe, en difficulté. Et puis pour les personnes qui ont déclaré leur handicap, s'en souvenir, le prendre en compte notamment lors des évaluations en permanence. Faire attention parce qu'en fait, ces handicaps invisibles, ils créent des problèmes qu'on va mettre sur le dos du feeling. On va dire, j'ai un problème de communication avec un tel, j'ai un problème relationnel avec un tel. Non, il y a bien un problème dans la relation, mais l'origine, elle vient, elle vient possiblement du handicap. Et donc, retirer un petit peu ça, on a en tête souvent cette image sur ce que c'est la différence entre l'égalité et l'équité. Donc avec trois personnes qui veulent regarder un match, elles ont toutes une taille différente. Donc il y en a une qui est suffisamment grande pour voir le match par-dessus la palissade. Celle qui est plus petite, en fait, si on rajoute une caisse à tout le monde, la personne grande et la personne de taille moyenne voient le match. La personne qui est petite, elle a bien bénéficié d'un supplément, mais il n'est pas suffisant pour lui permettre de voir le match. Pour qu'il y ait équité, il faut que l'une des personnes n'ait pas de cube pour la rehausser, que celle du milieu bénéficie d'un cube, parce que sans ça, elle voit mal le match, et que celle qui se trouve, donc généralement sur l'illustration, elle est à droite, la personne qui est de taille plus petite, elle bénéficie de 2 fois plus d'attention. Et là, on est dans une situation d'équité, tout le monde voit le match. Et donc là, on est dans une situation où tout le monde peut participer à la productivité de l'entreprise et de l'équipe. Et les entreprises qui savent faire ça, elles performent mieux, elles sont plus résilientes, elles résistent mieux aux crises, comme la crise actuelle qui touche l'IT. Elles résistent mieux aussi au syndrome du bus, le bus factor bien connu. Si la moitié de l'équipe se fait écraser par un bus dans la Silicon Valley, est-ce qu'on peut encore continuer à produire? Bien là, oui, puisqu'on a mis en place les conditions qui permettent de continuer à produire, même si on a moins de productivité de base, même s'il nous manque certains membres dans l'équipe. En tout cas, c'est intéressant, cet exemple. Et Michael, as-tu un dernier mot ou des conseils pour les entreprises qui souhaitent améliorer l'environnement de travail pour tous les collaborateurs? Alors, c'est pas ma spécialité, mais voilà, de mon expérience, ce que je peux en tirer, c'est qu'il faut aller vraiment au-delà des intentions, il faut vraiment mesurer. Par exemple, il m'est arrivé une chose assez étonnante, c'est qu'en tant que travailleur handicapé indépendant, les clients qui travaillent avec moi peuvent bénéficier d'une exonération de 30% de ma facture. C'est quand même significatif. Eh bien, j'ai envoyé l'attestation correspondante pour que les clients puissent en bénéficier et ils n'en ont rien fait. C'est le signe que quelque part, au-delà des volontés, c'est vraiment une démarche de transformation profonde et qu'aujourd'hui, on est difficilement en capacité de le faire. C'est d'autant plus un enjeu d'avenir que la population générale vieillit, donc les personnes à partir de 50 ans, leur audition baisse et ça crée aussi des problèmes de communication. Les gens vont être amenés à avoir des carrières de plus en plus longues. C'est l'enjeu en ce moment de développer le travail des personnes de plus de 50 ans. Donc ça veut dire qu'on va avoir des gens plus fatigables, plus malades, enfin, plus fréquemment malades, etc., dans les entreprises et que ça va se généraliser. Donc les entreprises qui ont pris ce facteur en compte seront beaucoup plus performantes dans cet univers que celles qui chercheront une main-d'œuvre jeune, de 25 ou 30 ans, directement formés et utilisables. Là, les entreprises qui sauront faire avec ces personnes qui savent encore produire, mais qui ont besoin d'aménagement ou d'une prise en compte de leur situation, ces entreprises, elles auront une main-d'œuvre abondante, elles n'auront aucune difficulté à produire. À force des soft skills. Exactement. Michael, nous te remercions d'avoir accepté cette interview. Merci de nous avoir parlé de l'inclusion des Scrum Masters en situation de handicap, des membres de l'équipe. Nous te disons à bientôt, peut-être dans une nouvelle collaboration. Merci beaucoup, à très vite.